La famille Shaw est sortie de chez elle en 1985, laissant sa voiture au garage. La police a déclaré que la personne avait été abandonnée. Pendant 9 ans, personne n'a jamais pensé à regarder derrière les murs de la maison, car elle renfermait un terrible secret. Puis un nouveau propriétaire a entendu un bruit qui n'aurait pas dû être possible. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé avant de commencer. Dites-moi dans les commentaires où vous regardez et quelle heure il est. Être parmi nous est vraiment précieux. Nous sommes tous dans le même bateau. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. La dispute s'intensifiait depuis des semaines. Une chaleur étouffante et toxique régnait dans la maison des Shaw. Pourtant, heureuse. Un samedi après-midi ensoleillé du printemps 1985, tout a basculé. Franklin Foster, le grand frère de Denise Shaw, était toujours au centre de l'attention. Il se tenait dans leur salon. C était un homme grand et imposant qui semblait absorber toute la lumière de la pièce. Son souci pour sa sœur et sa famille S était depuis longtemps transformé en obsession malsaine et autoritaire. Franklin dit à Denise « Le monde est un endroit dangereux ». Sa voix était un grondement bas et puissant. « Tout à fait pour notre peuple. Tu fais trop confiance aux gens. Il n'est pas assez fort. Les enfants ont vraiment besoin d'être protégés. » Curtis Shaw, professeur de musique au lycée, a tenu bon, même si sa personnalité douce était souvent perçue comme un signe de faiblesse. À 36 ans, il avait foi dans le pouvoir de la musique et dans le bien de sa société. « Franklin, ma famille est en sécurité ici, » a-t-il dit d'une voix forte. « Tu n'as pas à nous dire comment vivre. S'il te plaît, laisse-nous de la place. » Denise se tordait les mains, coincée entre les deux hommes. Même si elle aimait son frère, son anxiété et sa vision sombre du monde l'empêchèrent de respirer. Leurs enfants, Vanessa, 8 ans, et Jérôme, 12 ans, étaient devenus silencieux et se cachèrent dans leur chambre lorsque leur oncle venait. La dispute s'envenima. Les idées de Franklin sur la sécurité devenaient de plus en plus folles, et ses propos étaient de plus en plus effrayants. Il parlait de leur créer un endroit sûr, où ils pourraient les surveiller, où aucun danger ne pourrait survenir. Curtis finit par perdre son sang-froid et ordonna à Franklin de quitter sa maison, lui recommandant de ne pas revenir avant d'avoir respecté leurs règles. La bagarre prit alors fin. Franklin était déjà parti, mais pas avant d'avoir lancé à Denise un regard empreint d'une profonde tristesse, comme si elle était idiote d'avoir choisi de se jeter dans un incendie. Il murmura « Tu verras, tout le monde verra, tu me remercieras un jour ». Tous ceux qui n'étaient pas de la famille les ont vus pour la dernière fois ce jour-là. La semaine suivante, plus aucun bruit ne provenait de la maison Shaw. D'habitude, Denise reçoit le courrier tous les jours, mais il commençait à s'accumuler dans leur boîte aux lettres. Chaque matin, les journaux arrivent avec un bruit sourd, mais il n'y en avait aucun sur le perron. Curtis n'avait pas appelé pour prévenir qu'il allait manquer une répétition de l'orchestre de jazz du lycée. Denise n'est pas venue à son travail bénévole à la bibliothèque. Vanessa et Jérôme ne sont pas venus à l'école lundi. C'est un voisin en colère qui a finalement appelé la police. Elle avait frappé à la porte à plusieurs reprises et regardé par les fenêtres, mais tout ce qu'elle voyait, était une maison qui semblait figée. La belle berline familiale était toujours garée dans le garage. À leur arrivée, les policiers trouvèrent la maison fermée à clé et sans aucun signe d'incident. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent un silence étrange et normal. Une partie de dames inachevées gisait par terre dans le salon. La vaisselle était sur l'égouttoir à côté de l'évier pour sécher. Les lits étaient faits. Il n'y avait aucune trace de bagarre, pas de sang, pas un mot, aucun signe de sortie rapide. Les 4 membres de la famille Shaw semblaient s'être volatilisés. L'enquête commença et Franklin Foster, le seul proche parent en ville, fut le premier à s'adresser à lui. Arrivé sur les lieux, il affichait une inquiétude sérieuse et fraternelle. Il s'entretint avec l'inspecteur principal, Wallace Grimes, un policier blanc fatigué qui dressait un portrait empoisonné de la situation. Il a dit que Curtis et Denise avaient beaucoup de problèmes conjugaux et que Denise était triste et instable.
Il donnait l'impression qu'ils avaient souvent pensé à laisser leurs problèmes derrière eux et à repartir de zéro ailleurs, peut-être sur la côte ouest. Il était facile pour l'inspecteur Grimm d'appréhender les affaires des quartiers noirs de la ville à travers le prisme des stéréotypes négatifs. Et l'histoire de Franklin était donc un cadeau bienvenu. Cela correspondait à une histoire simple et claire qui ne demandait pas beaucoup de travail. Par la suite, Grimes a raconté à un jeune officier que cela arrivait tout le temps. Quand ils en ont assez des factures et se disputent, ils laissent tout le désordre derrière eux. Chaque membre de la famille nous raconte une histoire différente, mais toujours la même. Les recherches officielles n'ont donc pas été très poussées. Une alerte de disparition classique a été lancée, mais l'affaire ne semblait pas très importante. Comme un membre de la famille, bienveillant, avait déclaré qu'ils étaient partis de leur propre chef et qu'il n'y avait aucune preuve d'acte répréhensible, la police a rapidement réduit son enquête. Étrange absence de la famille Shaw, s'est transformée en histoire de négligence et d'insouciance. L'apathie systémique était palpable. L'absence d'une famille noire n'était pas perçue comme un crime à résoudre, mais comme une affaire familiale à régler. L'énigme fut résolue non pas en découvrant la vérité, mais en inventant un mensonge cohérent. Et tandis que la maison de la rue tranquille commençait à se délabrer lentement faute d'entretien, Franklin Foster était visible de l'autre côté de la rue, observant la scène. Son visage était impassible, impossible de deviner ce qu'il ressentait. L'ancienne maison de la famille Shaw était devenue un mémorial à leur silence. La première année, elle était comme un point d'interrogation sur le quartier. Le jardin se dégradait avec le temps et les fenêtres se salissaient. Les habitants du quartier la regardaient avec une pointe d'inconfort, puis passaient rapidement à autre chose. Lorsque les habitants du quartier ont appelé la police pour se plaindre de l'état de la propriété, on leur a conseillé de s'adresser à la banque car les propriétaires avaient cessé de payer leurs prêts hypothécaires. La version officielle était devenue la vérité. Les Shaw n'ont pas été blessés. Ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ils ont quitté leur vie, leur maison et leur quartier. Finalement, la banque a repris le terrain. Les notes légales collées sur la porte d'entrée étaient comme un avis de décès définitif et officiel pour une famille quasiment disparue. La maison, désormais propriété de la banque, était vide et se détachait comme un fantôme dans une rue animée. Ici, C était d'abord intéressant, puis gênant. La peinture s'est détachée. Le porche s'est affaissé et le jardin s'est transformé en un fouillis de mauvaises herbes et de lierre. Des adolescents se sont mis au défi de passer la nuit sur le porche et de raconter des histoires de fantômes sur la famille qui venait de disparaître. Franklin Foster, le frère séparé de Denise Shaw, est resté dans l'ombre, tel un fantôme. La maison où il vivait n'était qu'à quelques kilomètres et était très propre. Il ne bougeait pas. On le voyait passer lentement devant la vieille maison des Shaw de temps en temps, les yeux fixés sur le bâtiment en ruine et le visage impassible. Peu de gens se souvenaient de ses liens familiaux, si bien que sa veillée silencieuse ressemblait à celle d'un membre de la famille en deuil. Personne n'aurait deviné qu'il s'agissait d'un gardien de zoo surveillant la cage secrète et silencieuse qu'il avait tant travaillé à construire. Il avait cassé quelques supports clés dans le vide sanitaire et laissé des dégâts des eaux apparaître à des endroits évidents, donnant à la maison une apparence de structure fragile de l'extérieur. Il avait agi ainsi pour éviter toute inspection officielle de la banque ou de la ville pendant la procédure de saisie. N'importe quel inspecteur aurait eu peur de s'aventurer trop loin dans cette maison en ruine. Le temps semblait s'écouler plus vite dans cette cage. Pour la famille Shaw, les 9 années passées dans le monde extérieur étaient un crépuscule sans fin et morne. Les saisons changeaient, la politique changeait, de nouvelles chansons sortaient et la technologie s'améliorait. Leur monde était réduit à la taille d'une petite pièce sans fenêtre, ni insonorisation, que Franklin avait construite avec une obsession silencieuse dans leur sous-sol des années auparavant. Il l'avait appelée un sanctuaire. La nuit où il les a enfermés, et c'était un mélange de peur et de confusion.
Il avait inventé une histoire de déversement de produits chimiques dans le quartier et de nuages mortels pour attirer leur attention. Il avait dit qu'il était là pour les conduire dans un endroit sûr qu'il avait préparé pour un tel événement. Il les avait conduits dans la pièce secrète, au milieu du chaos et de la peur. Ils entendirent la lourde porte insonorisée se refermer derrière eux. Les lourdes serrures les enfermaient dans la pièce, les coupant du monde. Leurs vies se transformèrent en un train-train monotone qu'ils contrôlaient. De la nourriture et de l'eau continuaient d'arriver par un petit trou verrouillé dans la porte à des moments inattendus. Leur seule lumière provenait d'une unique ampoule vide, commandée de l'extérieur. Le seul endroit où aller aux toilettes était un simple WC dans un coin. Ils ne savaient ce qui se passait dans le monde que par le petit trou dans la porte, où Franklin leur racontait des histoires. Il leur raconta qu'une terrible guerre chimique faisait rage et que l'air extérieur était toxique. Il leur dit aussi qu'il était leur seule protection contre la fin du monde. Curtis, le gentil professeur de musique, s'efforçait de les rendre heureux en organisant leur journée de manière à ce qu'ils puissent enseigner aux enfants, raconter des histoires et chanter tranquillement. Denise, la bibliothécaire pragmatique, veillait à ce qu'ils aient suffisamment à manger et subvenait à tous leurs besoins avec un amour indéfectible et protecteur. Les mois passèrent et l'espoir commença à s'estomper avec les années. Jérôme et Vanessa grandirent dans cette maison sombre et bétonnée. Leur compréhension du ciel, du soleil et de la sensation de l'herbe sous leurs pieds devenait de plus en plus un rêve. Ce crime insensé n'avait rien de violent. Au contraire, l'esprit de la victime était lentement et implacablement détruit. Le temps, la vie, la réalité même lui avaient été volés. C était 9 ans après la disparition de la famille Shaw. À l'automne 1994, Regina Bailey, une mère célibataire motivée de 30 ans, cherchait un nouveau départ. Elle pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune fils grâce à son travail de transcriptrice médicale. Mais sa petite chambre lui donnait un sentiment d'étroitesse et de manque de ressources. Elle voulait une maison avec un jardin où s'installer. Elle a vu que la vieille maison Shaw était en vente pour cause de saisie immobilière. L'annonce précisait qu'il s'agissait d'une épave nécessitant de gros travaux. Pourtant, ce N était qu'une maison, et son prix était bien inférieur à tout ce qui était sur le marché. Elle a donc décidé de tenter sa chance. Lorsqu'elle remporta l'appel d'offres, elle ressentit à la fois enthousiasme et peur. Ce N était qu'une maison vide. Prête à être restaurée, elle ignorait tout de son triste passé. Un élan d'espoir la submergea lorsqu'elle signa les papiers et reçut les vieilles clés usées. Ce serait leur refuge. Elle ignorait qu'elle allait revivre un cauchemar d'il y a 9 ans, ni que la maison qu'elle venait d'acheter était déjà habitée et effrayante. Regina Bailey travailla dur pendant les premières semaines où elle vécut dans la vieille maison des Shaw. Pendant des années, elle n'avait pas pris soin de la maison, mais elle était déterminée à en faire un véritable foyer pour elle et son jeune fils. Elle arrachait les tapis tachés, grattait la peinture écaillée et luttait contre le jardin transformé en jungle. Elle savait que la maison était solide. Il suffisait d'un peu d'amour et de beaucoup de travail. Elle commença à remarquer des choses à mesure qu'elle passait plus de temps à l'intérieur, surtout dans les heures calmes, après le coucher de son fils. De petites choses dérangeantes la mettaient mal à l'aise. Les bruits furent la première chose qu'elle entendit. Elle se dit que les vieilles maisons grinçaient et craquaient. C était juste le bâtiment qui bougeait et les tuyaux qui rétrécissaient à mesure que les nuits devenaient plus fraîches. Mais les sons qu'elle entendait n'étaient pas les mêmes. Ce n'étaient pas de simples craquements aléatoires de vieux bois. Ils avaient un rythme et ressemblaient presque à un dessin. Un léger bruit de tapotement provenait des murs du sous-sol. Un bruit qu'elle n'entendait que lorsqu'il n'y avait personne dans la maison. En tendant l'oreille, elle se figeait, le cœur battant. Lorsque le bruit s'arrêtait, elle se demandait si elle l'avait imaginé. Il faisait froid aussi. Le long du mur principal du sous-sol, un bloc de béton semblait bizarre. Le mortier qui le recouvrait était d'une couleur légèrement différente de celle du reste des fondations.
Même lorsqu'il faisait plus chaud dehors, cet endroit était toujours froid au toucher. On aurait dit que la pierre elle-même dégageait un froid profond et artificiel. Quand son fils jouait là-bas, il se plaignait d'avoir froid et ne voulait plus s'en approcher. Regina pensait que C était juste un courant d'air causé par la vieille base mal isolée. L'histoire devenait plus étrange. Elle sentait de légers courants d'air qui ne semblaient venir d'aucun endroit. Tard dans la nuit, elle entendait parfois ce qui ressemblait à un cri confus. C était un son si faible qu'il aurait pu s'agir d'un chat dans le jardin du voisin ou du vent sifflant à travers un cadre de fenêtre mal fixé. Mais il venait toujours du sous-sol, qui était toujours dans la même direction. Elle essayait de donner un sens à tout cela. Elle vivait seule avec ses enfants dans une maison flambant neuve, grande et effrayante. Elle était trop fatiguée et stressée, et son esprit lui jouait des tours. Elle se dit qu'elle faisait juste attention. Le malaise grandit cependant, un léger bourdonnement d'anomalies dont elle ne parvenait pas à se débarrasser. Il n'y avait pas de fantôme dans la maison. Tout semblait plein. On aurait dit qu'ils gardaient un secret en retenant leur souffle. Tout a basculé un mardi soir de fin octobre. Ses raisonnements se sont effondrés et elle s'est retrouvée projetée dans un monde nouveau et terrifiant. Elle aurait dû fêter ses 17 ans avec sa famille et ses amis, mais ce n'était pas le cas. Elle le célébrait en prison comme chaque année depuis 9 ans. L'endroit était sombre et silencieux. Elle se mit à chanter. Un petit geste désespéré pour se souvenir et marquer la fin d'une vie qu'elle ne pouvait pas vivre. Sharon Bailey se préparait à aller se coucher à l'étage. La maison était silencieuse et son fils dormait. Puis elle l'entendit. Ce N était ni un coup de vent, ni un bruit de claquement, ni un craquement. Le son provenait du sous-sol. C était la voix d'une fille. Elle était faible et ténue, si étouffée qu'elle était presque invisible. Regina s'immobilisa et son cœur cessa de battre. Tout son corps était raide tandis qu'elle essayait de écouter. La chanson chantait « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ». Le son était faible, déformé et terrible. Mais C était bien une chanson enfantine. Ce bruit n'aurait pas dû se faire entendre dans sa maison vide. C était une terreur totale qui s'abattit sur Regina. Toutes les histoires et tous les films d'horreur qu'elle avait vus avant celui-ci n'étaient rien comparé à cette chose réelle et terrifiante. Il y avait quelqu'un dans ses murs, pas seulement un fantôme dans sa maison. Elle éloigna de la porte du rez-de-chaussée et se mit la main sur la bouche pour se retenir de crier. Sa première pensée fut d'attraper son fils, de s'enfuir dans la nuit et de ne jamais revenir. Puis, une pensée encore plus effrayante lui est venue à l'esprit. Et s'ils étaient enfermés? Et si je devais les aider? Elle pouvait à peine tenir son téléphone tant ses mains tremblaient. Elle s'est enfermée avec son fils dans la chambre pendant qu'il dormait et a appelé les secours. Lorsqu'elle a parlé au répartiteur, sa voix était un murmure effrayé et étranglé. Elle a pu dire « Il y a quelqu'un chez moi ». Je crois qu'ils sont coincés dans le mur du sous-sol. Au début, le répartiteur était méfiant, car il recevait beaucoup d'appels étranges. Mais la voix de Regina était emplie d'une peur vive et réelle, indéniable. « Mesdames et messieurs, veuillez patienter. Nous envoyons une unité. » Regina était assise sur son lit, son fils à ses côtés, les yeux rivés sur la porte verrouillée de la chambre. Dans les profondeurs froides et sombres de la maison, elle entendait une fille chanter doucement « Joyeux anniversaire ». On entendait enfin les murmures dans le mur. Regina Bailey ressentit à la fois peur et soulagement lorsque la voiture de police s'arrêta. Ses lumières bleues et rouges éclatantes peignaient la rue silencieuse de traits étranges et frénétiques. Elle rencontra les 2 policiers devant sa porte. Tandis qu'elle leur racontait l'histoire invraisemblable de la voix dans le mur, sa voix tremblait. Les policiers échangèrent un regard las et sceptique, peut-être dû à une maison qui tremblait, à une radio laissée allumée dans la cave d'un voisin, ou à un esprit surexcité. Ils avaient déjà tout entendu. Ils firent une visite normale de la maison, mais leurs lampes torches puissantes éclairèrent les endroits que Regina avait l'habitude de voir dans sa nouvelle vie.
et qui lui semblait désormais étrange et effrayant à cause de sa peur. Ils ne trouvèrent rien de étrange. Les faibles bruits avaient cessé au sous-sol. Il n'y avait qu'un seul point froid sur le mur. Ils étaient gentils, mais ils ne se souciaient pas de vous. L'un d'eux vous a dit « Madame, on ne peut pas abattre vos murs juste parce qu'on en a envie. Appelez-nous si vous l'entendez à nouveau. » Mais Regina était déterminée à atteindre son objectif. Elle insistait sur le fait que ce haine n'était pas un sentiment, et sa voix devenait de plus en plus furieuse à mesure qu'elle parlait. C'était une fille qui chantait. Je me souviens de ce que j'ai entendu. Les gens ont dû être touchés par sa conviction profonde et son refus de céder. Les policiers ont appelé leur chef, qui a décidé d'appeler l'inspectrice de garde après avoir entendu cette étrange histoire. Cette policière s'appelait Michelle Grant. L'inspectrice Grant était une femme d'une quarantaine d'années, réputée pour son intelligence et son œil perçant. Elle avait aussi la réputation de s'intéresser aux choses étranges et oubliées. Elle n'ignora pas l'histoire en arrivant chez Regina après minuit et en l'entendant. Tandis que Regina lui montrait l'étrange partie du mur du sous-sol, avec son mortier légèrement différent et la brise inhabituelle, elle écouta attentivement et regarda. « Vous avez les plans originaux, n'est-ce pas ?» demanda Grant, l'inspecteur. Regina les a montrés après les avoir trouvés dans le grenier lors de son premier nettoyage. Grant a jeté le vieux papier déchiré par terre. Les plans montraient un mur de fondation solide et indestructible. Il n'y avait nulle part où ranger, ni où cacher des choses. Ils avaient devant eux un faux mur. Était suffisant. Pour l'inspectrice Grant, une intervention s'imposait en raison d'une anomalie structurelle et des déclarations crédibles d'un témoin effrayé. Elle demanda à l'un des policiers en uniforme de sortir une masse du coffre. Lorsque la décision fut prise de percer le mur, le stress fut intense. Regina recula d'un pas et serra son fils contre elle. Lorsque la masse heurta le bloc de béton pour la première fois, un bruit terrible et effrayant résonna dans toute la maison. Les deuxième, troisième et quatrième coups créèrent des fissures en forme de toile d'araignée à la surface. Finalement, d'un cinquième coup violent, un morceau du bloc s'effondra, révélant non pas le sol et les fondations, mais un espace sombre et vide. Une vague d'air sale et stagnant, imprégnée d'une odeur de corps souillé, d'excréments humains et d'une profonde tristesse, échappa du trou. L'un des policiers se détourna et eut un haut-le-cœur, tant l'odeur était forte. L'agent Grant, le visage empli d'une détermination farouche, braqua sa lampe torche dans le trou. Le faisceau traversa l'obscurité et éclaira une scène digne d'un cauchemar. Dans une petite pièce secrète, des gens étaient blottis les uns contre les autres sur des matelas sales. Ils étaient très maigres et leur peau était d'une étrange pâleur. Leurs yeux étaient grands ouverts, clignant violemment face à la lumière soudaine et choquante. Un homme, une femme et deux enfants, ou plutôt deux enfants qui ne sont plus des enfants, mais des adolescents. Le corps affaibli et la croissance arrêtée. Était la famille Shaw. Non pas avec soulagement, mais avec une peur profonde et acquise. Ils regardaient fixement. Vanessa, la jeune femme, laissa échapper un petit gémissement effrayé. Aussitôt, son frère Jérôme se plaça devant sa mère. L'inspecteur Grant dit d'une voix étonnamment douce « Tout va bien ». Elle pointa sa lampe torche vers le sol pour ne pas les éblouir. « Nous sommes la police. Nous voulons vous aider. Maintenant, vous êtes en sécurité. Le sauvetage a été long et très prudent. À l'arrivée des ambulanciers, la rue, habituellement calme, s'est transformée en scène d'accident. La famille a été lentement sortie de sa prison, chacun enveloppé dans une couverture pour se protéger les yeux d'un monde qu'ils n'avaient pas vu depuis 9 ans. Ils ressemblaient à des fantômes, clignotant dans la lumière vive et étrangère de la liberté. Leurs corps et leurs esprits étaient rongés par une prison difficile à comprendre. Sur le chemin des ambulances, où la famille Shaw attendait, l'enquête sur leur tombe, vieille de 9 ans, commença. Était un endroit incroyablement effrayant. Une seule ampoule à ours éclairait, et il y avait des toilettes rudimentaires et un petit lavabo dans un coin. Il y avait aussi des coquillages, avec seulement quelques boîtes de conserve et des bouteilles d'eau.
Il n'y avait ni fenêtre, ni livre, ni jouets, ni moyen de communiquer avec le monde extérieur. Était tout ce qu'ils avaient fait pendant près de 10 ans. La police et la ville furent choquées par ce qu'elles découvrirent. L'affaire non résolue de la fuite de la famille Shaw était désormais considérée comme une horrible affaire d'enlèvement et de séquestration. L'agent Grant savait que ce N était qu'un début. Il nous fallait retrouver le monstre qui avait construit cette cage et l'homme qui les y avait enfermés pendant 9 ans. Il était leur seul ravisseur et le seul lien avec un monde dont on leur disait qu'il n'existait plus. Elle était également certaine de savoir exactement où commencer ses recherches, avec Franklin Foster, le frère aîné inquiet mais distant de Denise Shaw. L'extraction de la famille Shaw du tombeau caché dans leur propre sous-sol a provoqué un véritable engouement médiatique et une enquête policière 1000 fois plus sérieuse que celle de 1985. L'inspectrice Michelle Grant, désormais à la tête d'une équipe d'intervention complète, a concentré toute son attention sur Franklin Foster. Franklin menait une vie tranquille à quelques kilomètres de là. Il avait la cinquantaine. Lorsque la police arriva dans sa maison impeccable, il les accueillit avec une inquiétude calme, presque religieuse. « Ma sœur, Denise, on les a retrouvés, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, et son expression de surprise et de soulagement était parfaite. Mais lorsque l'inspecteur Grant lui apprit qu'on les avait retrouvées vivantes dans une pièce secrète de leur propre maison, il ne put cacher la colère qui brilla dans ses yeux. Ce N n'était pas de la joie, mais une colère froide et jalouse, même s'il niait tout. Les preuves étaient si nombreuses que l'enquête savait où chercher. La pièce secrète avait été construite avec un souci du détail qui témoignait d'un artisan compétent. Franklin était connu pour être un charpentier amateur talentueux. Les matériaux de construction provenaient d'objets qu'il avait achetés au début des années 1980. En 1985, il mentit à l'inspecteur Grimes, affirmant que les Shaw avaient des problèmes conjugaux et envisageaient de s'enfuir. Il s'avéra alors qu'il ne s'agissait pas d'une simple supposition d'un proche inquiet, mais d'un mensonge délibéré, élément clé de son plan machiavélique. Cette histoire terrifiante fut construite à partir du témoignage lent et douloureux de la famille Shaw, en particulier de Curtis et Denise, alors qu'ils entamaient leur long et pénible chemin vers la guérison dans un centre médical spécialisé. Ce crime insensé était un acte de contrôle obsessionnel sur quelqu'un. Franklin Foster était convaincu que le monde était trop dangereux pour sa sœur et sa famille. Il a donc choisi de leur créer un endroit sûr et idéal. Pendant 2 ans, il a construit cette pièce insonorisée au sous-sol, prétendant les aider à faire des travaux. Le soir où il les a surpris, il a inventé une histoire de déversement de produits chimiques qui a provoqué une urgence dans tout le quartier et les a contraints à se réfugier dans son refuge pour leur propre sécurité. Il fut leur seul moyen de communiquer avec le monde extérieur pendant 9 ans. Il était aussi leur dieu et leur juge. En échange de nourriture de base, juste assez pour survivre, ils torturaient leurs esprits avec un mensonge soigneusement élaboré. Le monde extérieur était détruit par une guerre meurtrière et il était le seul à pouvoir les sauver. Il était responsable de leur nourriture, de leur lumière et même de leur vision du monde. À leur naissance, Jérôme et Vanessa Shaw avaient 12 et 8 ans. Aujourd'hui, ils ont 21 et 17 ans. Ils avaient tout oublié du soleil, des saisons et des autres êtres humains. Vanessa a finalement miraculeusement traversé les murs insonorisés et a rejoint Regina Bailey alors qu'elle chantait « Joyeux anniversaire » pour elle-même le soir de ses 17 ans. Était pour elle une façon désespérément discrète de revendiquer sa présence. Franklin Foster a été arrêté pendant son procès. Il n'a pas présenté d'excuses. Sa déclaration était un regard effrayant sur l'esprit d'un homme paranoïaque et éprouvant un terrible besoin de tout posséder. Il pensait vraiment protéger sa famille, et non l'enfermer. Après avoir été reconnu coupable, on lui a dit qu'il passerait le reste de sa vie dans un établissement pour criminels aliénés, une sorte de chambre close pour la famille Shaw. Après cela, un nouveau genre de combat a fait son apparition. Même libre,
Ils étaient gravement blessés. En 1994, le monde était envahi de nouvelles technologies effrayantes, de musique et de règles sociales, qui rendaient difficile de suivre le rythme. Ils ont dû réapprendre à vivre, à faire confiance et à sortir sans peur. Il leur a fallu beaucoup de temps pour se rétablir physiquement et toute une vie pour se rétablir mentalement. Après avoir été sauvée, la famille Chao a traversé une année difficile et instable. Ils vivaient dans un endroit sûr et secret, loin de l'effervescence médiatique suscitée par leur affaire, que le monde entier trouvait à la fois horrifiante et captivante. Leur journée était rythmée par la thérapie, les examens médicaux et un long et douloureux processus d'adaptation à un monde qui avait évolué sans eux pendant 9 ans. Le monde était un fouillis de trop de choses pour Jérôme, qui avait 21 ans, mais possédait les aptitudes sociales d'un enfant de 12 ans. C'était toujours effrayant de voir autant de monde dans une rue, car les voitures roulaient trop vite et les magasins trop éclairés. Il trouvait la paix dans les livres, tout comme sa mère lorsqu'ils étaient prisonniers. Il adorait les lectures scientifiques et astronomiques, qui lui donnaient une idée de l'ordre de l'univers et de son contraste avec le chaos de sa propre vie. Pour Vanessa, qui a aujourd'hui 17 ans, était différent. Pour ses 9 ans, elle n'avait eu que la faible lueur d'une ampoule nue en guise de bougie. Lorsqu'elle revint au monde, elle le fit avec une énergie discrète mais féroce. Elle était incroyablement intéressée par les sons, les couleurs et les styles de 1995. Elle apprenait la musique autrement que par les chansons que son père leur avait apprises. Elle ne pouvait s'empêcher de dessiner. Elle remplissait des cahiers d'images du soleil, des arbres, des gens et d'autres choses qu'elle n'avait pas le droit de voir. Mais la nuit, les murs de béton, le goût métallique des conserves et les paroles de Franklin qui lui parvenaient à travers la grille lui donnaient de mauvais rêves. Curtis et Denise, les parents, ont mis toute leur énergie à aider leurs enfants à guérir, même s'ils vivaient eux-mêmes une expérience très difficile. Face à la lumière, ils ont dû réapprendre à former une famille. Ils ont dû trouver leur voie dans un monde où leur propre frère, pourtant réel, s'était révélé être leur geôlier fou. Il était douloureux de penser à l'injustice de l'enquête policière de 1985 et à la façon dont le racisme désinvolte de l'inspecteur Grimes avait contribué à l'enrichissement du mensonge de Franklin. L'inspectrice Michelle Grant leur a présenté ses excuses directement au nom du département. Était un signe, modeste mais important, d'une nouvelle ère. Regina Bailey, la femme qui entendait les voix dans le mur, jouait toujours un rôle important dans leur nouvelle vie. Elle fut leur première amie dans ce nouveau monde, et les aida à trouver leur voie. Elle leur apporta le dîner, aida Vanessa à choisir de nouveaux vêtements et resta assise avec eux dans un calme douillet, sachant que leur maison avait été remplie de choses horribles. Leurs vies furent sauvées grâce à son courage et à son refus d'abandonner l'impossible. 1 an après leur sauvetage, l'histoire se termine sur une note triste et paisible. Elle a 18 ans aujourd'hui. Cette fois, il n'y aura pas de chant dans une pièce sombre. Regina et son fils sont dans un parc public ensoleillé. La famille Shaw aussi. Un petit gâteau aux bougies est posé sur une nappe de pique-nique, flottant dans la brise légère. Jérôme montre un livre sur les étoiles au fils de Regina. Assis sur un banc, Curtis et Denise se tiennent la main et tournent leur visage vers le soleil. Elle est assise dans l'herbe, son carnet de croquis ouvert. Elle ne dessine pas de choses effrayantes, ni d'endroits sombres. C'est elle qui dessine la scène devant elle, sa famille en plein air, au cœur d'un monde animé, beau et vivant. Les lignes de son tableau sont encore un peu tremblantes, mais il est lumineux. Lorsqu'elle lève les yeux, sa mère la voit. Denise sourit d'un sourire faible, mais sincère. Ce regard partagé transmet un monde de douleur, de survie et d'amour durable. Les réparer nécessiterait toute une vie de travail. Les 9 années perdues ne pourraient jamais être récupérées. Mais ce petit geste du quotidien, un gâteau d'anniversaire dans un parc, le soleil sur leur visage, était une victoire profonde et silencieuse. Ils étaient libres, ils étaient ensemble.
Et pour la première fois depuis longtemps, ils n'étaient pas figés dans le passé et effrayés par l'avenir. Au contraire, ils étaient prêts à réapprendre à vivre en survivant avec leurs cicatrices.